Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Et sinon, comment j'en suis arrivée là? Alors, l'écologie, ça n'a pas été... j'étais, on va dire, comme tout le monde, c'est-à-dire à fond dans la consommation, à fond à prendre l'avion pour aller dans plein de pays différents, à fond dans l'idée que j'aurais réussi ma vie quand j'aurais un CDI, une grosse voiture, une maison et des enfants. Enfin voilà, j'ai été vraiment baignée là-dedans. Comme beaucoup de gens de mon âge. Et puis moi, j'ai été, on va dire, mes études, j'ai été en fac de droit. À la fin de ma licence, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Donc là, j'ai fait une année sabbatique où je suis partie en Irlande et on va dire que c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir une ouverture d'esprit sur qu'est-ce qu'était la France, le français par rapport au reste de l'Europe, par rapport aux différentes cultures. Donc ça s'est déjà fait par rapport à l'Irlande en année sabbatique. Et après, je suis retournée en études pour faire un M1 et un M2. Et là, vous allez tous me faire bouh parce que c'était en conseil en organisation et ressources humaines. Et en fait, je n'ai jamais fait de ressources humaines. Parce que à la suite de ça, je suis partie en Inde parce que mon conjoint était en Inde où il travaillait déjà là-bas dans l'aéronautique. Et donc à partir de là, ce qui moi je suis arrivée dans l'informatique en tant que product owner. Donc product owner, c'est qu'on gère une application informatique pour venir en aide à un métier. Donc moi, c'était le métier des RH. C'est pour ça que j'avais été recrutée, c'est parce que je connaissais les RH et donc je créais des applications. Par exemple, le package salarial où en fait directement sur une application, il y avait tous les packages salariales de toute l'entreprise. Voilà, des choses comme ça. Ou la feuille de temps. Et moi, je gérais ce genre d'application avec les développeurs ou par rapport à des fonctionnalités et des besoins RH, je venais écrire aux développeurs ce qu'ils devaient développer et donc vérifier que cette fonctionnalité fonctionne. Donc, j'ai fait ça dans un premier temps, puis le Covid est arrivé. Donc, on retourne en France. Mais par contre, l'Inde, ça m'a permis d'avoir vraiment une ouverture d'esprit sur une nouvelle culture qui est à l'opposé de la nôtre, que ça soit dans le temps consacré dans une journée au travail, à l'humain, le fait que le travail, c'est mais vraiment la dernière de leurs préoccupations. Si le travail, c'est juste pour pouvoir se nourrir le soir, c'est rien d'autre, mais vraiment au point où ça m'est arrivé, où j'avais un collègue qui venait pas travailler, et quand je l'appelle pour lui demander pourquoi il est pas venu, parce que nous, on s'est inquiété, c'était ma grand-mère, elle avait besoin d'aller à l'hôpital, je l'ai amenée à l'hôpital. Et donc nous, on était, fallait nous le dire, comme ça on se serait pas inquiété. Mais pourquoi je devrais vous le dire? Genre, je m'occupe de ma grand-mère, je vois si elle va bien. Et après, ok, je vous appelle, mais vous êtes absolument pas ma priorité. Alors que nous, en France, ça va être tout l'inverse. Ça va être, oh là là, je peux pas venir, faut que j'appelle le patron, faut que je lui dise que je peux pas venir. Et puis, donc en gros, c'est pas du tout la même façon de voir les choses. Et donc déjà là, j'ai commencé à avoir un peu une prise de recul sur qu'est-ce qui était la vérité, on va dire. Est-ce que c'était ce qu'on m'avait appris en France? Est-ce que c'est ce qu'on faisait en Inde? Et donc, ça m'a permis de bousculer un peu mes croyances. Et sans le savoir, en réalité, ces croyances-là bousculées m'ont permis aussi de pouvoir rebousculer plus facilement mes croyances que j'avais par rapport à l'écologie. Donc, retour en France, on me renvoie en Roumanie, et là, cette fois, c'est moi qui ai le Covid. Et là, j'ai un Covid long. Un Covid compliqué qui a duré 1 an et demi. Qui touchait pas les poumons et le cœur. Et donc, vu que ça touchait pas les poumons et le cœur, on m'a dit, c'est dans votre tête. Et donc là, vu que c'était dans ma tête,
je me suis dit, je vais aller voir une psy, vu que c'est dans ma tête. Donc, j'ai commencé à aller voir une psychologue et à aller voir la médecine douce parce que j'avais une oreille attentive aux émotions que j'avais, que je ne retrouvais pas dans la médecine générale. Et au fur et à mesure de toucher à cette médecine douce, c'est donc beaucoup plus lié à la nature. Et j'ai appris aussi beaucoup de moi, qui j'étais, dans quel cercle je me retrouvais, pourquoi à chaque fois que j'étais dans un milieu d'entreprise, j'étais vue comme la chieuse parce que je l'ouvrais beaucoup quand il y avait des choses qui m'allaient pas. Et donc j'ai mieux compris un peu comment moi je fonctionnais dans ce monde et où j'avais envie d'aller. Et dans le même temps, j'avais retrouvé un boulot en France où cette fois je travaillais en tant que product owner, mais pour le milieu automobile. Et là, dans le milieu automobile, au début, le métier de product owner, il est incroyable pour ça, c'est qu'on peut se retrouver dans n'importe quel type de métier et donc apprendre quel est le métier des personnes. Et donc en fait, il y a vraiment toute la partie où on va discuter avec les gens, le côté social que moi j'adorais en tant que product owner et d'apprentissage sur comment ça fonctionne un métier. Donc là, j'ai appris plein de choses sur le milieu automobile. Et sauf que à partir d'un moment, ce que me proposait ma direction, ce que me demandaient aussi mes clients, même si on faisait partie du même groupe, ça reste des sortes de clients, ça m'allait plus. Parce que moi, je faisais des choses dans mon quotidien par rapport à l'écologie, et eux, ils me demandaient l'inverse au travail. Et à un moment donné, il y a une incohérence qui s'est faite, et moi, je pouvais plus travailler pour eux. Et j'ai pas du tout pensé au syndicat, en mode peut-être que je pourrais trouver un autre biais. Pas du tout. Je me suis juste dit, je suis pas faite pour l'entreprise, et donc je vais tenter ma chance en créant un podcast. Et comment est arrivée l'idée du podcast? C'est tout bête. Vu que nous, je travaillais dans l'informatique, le télétravail, c'est quasiment tous les jours, sauf le mardi, c'était. Et le mardi, il fallait aller au travail et j'avais 40 minutes dans les bouchons parce que vu que c'était à l'autre bout de Nantes où c'est pas encore accordé au transport en commun, on est obligé de prendre la voiture. Et donc, ce qui faisait que j'avais 40 minutes de bouchons tous les mardis. Et je me trouvais dans ma voiture, toute seule, au milieu des bouchons, avec des gens tout seuls dans leur voiture. Et j'écoutais des podcasts à ce moment-là et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je suis dans ma voiture à attendre, à écouter un podcast. En plus, la fille elle a l'air de se marrer de fou à rencontrer des gens. Et moi, je me fais chier, entre guillemets, à aller à ce travail-là. On va me demander des choses qui sont pas en cohérence avec qui je suis, avec ce que je crois. Donc, il y a eu ça. Et il y a eu un deuxième temps, c'est que dans cette même entreprise, il y a eu un peu un conflit qui s'est mis en place avec le nouveau directeur, qui lui était là pour vendre les applications en oubliant le temps applicatif. Et moi, qui suis un peu grande gueule, on va dire peut-être, j'ai été directement lui dire que la manière dont il fonctionnait, c'était pas possible, et qu'en plus de ça, il était face à des humains en face de lui, et qu'on avait des émotions, et que là, l'émotion qui ressortait de sa prise de décision, c'était la colère. Et là, là, j'ai pris cher, parce que j'avais dit le mot colère en réunion. Et là, je me suis dit, même par rapport à ça, en fait, ils sont pas ouverts. Donc, ils sont pas ouverts à l'écologie, ils sont pas ouverts aux émotions. Alors que moi, c'est ce que je prône à travers mon podcast, c'est aller chercher les émotions des gens et aller chercher l'écologie. Et donc, même si à la fin, je me suis bien entendue avec eux, ils ont accepté. Enfin, j'ai eu une rupture conventionnelle qui m'a permis après d'avoir accès au chômage et donc de pouvoir lancer le podcast. J'avais vraiment cette petite chose de non pas parler d'émotions au travail, alors que moi, dans ma petite équipe de développeurs, on parlait beaucoup de nos émotions et en fait, ça nous a permis d'être ultra soudés. Et en fait, quand il y a eu cette problématique avec le directeur et donc après c'était Amélie, c'était l'ennemi à abattre quoi, parce que c'était celle qui avait ouvert sa bouche et qui avait dit le mot colère. Toute mon équipe derrière, on s'est soudés. Aujourd'hui, dans cette équipe-là, il y en a plus qu'un qui est resté dans la boîte. Parce qu'en fait, on est tous partis les uns après les autres, en voyant que ce manque d'émotion. En fait, une fois que moi je suis partie, il y en a un autre qui est parti. En fait, c'est cette base qu'on avait réussi à mettre en place à travers l'émotion et donc la confiance des uns et des autres, vu qu'ils la retrouvaient pas avec les autres collègues, ils ont préféré partir. Je sais pas si maintenant dans les boîtes où ils sont, ils l'ont retrouvé, mais en tout cas, voilà la manière dont ça s'est fait.
Et par rapport à ce que disait Grégoire, c'est que moi, Jean Covici, il m'a fait l'effet inverse. C'est-à-dire que quand je l'ai écouté, il m'a fait peur. Je me suis dit, mais c'est quoi cette énergumène qui est en train de nous dire qu'on va mourir? Genre, à quoi ça sert qu'on fasse quelque chose si en fait on va tous mourir, quoi. Genre, je voyais pas. C'est notre certitude. Hein. Bah voilà, j'avais du mal à comprendre. Et en même temps, je trouvais ça ultra. Et je trouvais que c'était ultra fort quand même sa manière de penser et d'amener des choses, parce que ça permettait de rentrer dans du concret. Et donc, qu'est-ce que c'était vraiment l'écologie? Et donc, qu'est-ce que derrière on risque si on ne fait rien? Et en même temps, bah moi, j'ai besoin d'un discours qui rassure. Alors pas un discours bisounours, j'ai besoin de savoir la vérité, mais un discours où j'ai envie d'adhérer. Et donc après derrière me dire ah oui, je peux faire des choses. C'est pas mort. J'ai encore de l'espoir. On peut faire des choses. Et donc j'ai pas réussi, en tout cas dans les recherches que j'ai fait, j'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui avait ce type de discours. Et je me suis dit bah si tu ne trouves pas ce type de discours, il y a sûrement d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce type de discours parce que t'es pas la seule personne dans le monde à fonctionner comme ça. Et deuxièmement, bah t'as qu'à créer le propre podcast que tu aurais voulu écouter. Donc voilà comment je suis arrivée au podcast. Et moi, je suis dans une famille où je suis un peu la première à être arrivée sur l'écologie. Et donc on me soutient beaucoup, mais en même temps, on garde quand même un peu de loin, quoi. Et je me suis dit comment je pourrais réussir à les amener avec moi à travers le podcast. Et donc, j'ai décidé d'aller voir des personnes pour qu'ils me racontent leur histoire en lien avec l'écologie. Mais je vais voir tout type de personnes. C'est-à-dire que je vais voir, par exemple, Pascal, qui lui, ça fait déjà un moment qu'il est dans l'écologie, il a emmené dans l'entreprise. Je vais pouvoir aller voir Victorine, qui, elle, commence tout juste la permaculture, mais à toute petite échelle. Ou je peux aller voir Gaëlle, qui, elle, est militante et qui, elle, a été jusqu'à faire des blocages avec son corps sur des autoroutes. Parce qu'en fait, on n'est pas tous au même niveau dans l'écologie. On n'a pas tous envie de faire la même chose. Il y a des choses qu'on aime, d'autres qu'on aime moins. Et donc, si je parle de jardinage à certains et de permaculture, ils vont se dire « Ah ouais, ok, ça c'est cool, j'ai envie d'y aller ». Pour d'autres, si par exemple, je parle de voyage, donc voyager autrement, j'ai aussi un épisode où ils voyagent en train, bah eux, ça va plus leur parler parce qu'en fait, c'est le voyage qui vont qui vont leur permettre d'aller atteindre l'écologie. Et d'autres, ça va être l'entreprise aussi. Et donc, j'avais envie d'aller voir toutes les personnes pour montrer que l'écologie, en fin de compte, est partout. Et des fois, vu que c'est devenu un peu un gros mot, le mot écologie, il y a des personnes qui se disent non écolo, alors qu'en réalité, quand on creuse un peu, ils le sont. C'est juste que ils préfèrent éloigner ce mot le plus loin de possible. J'ai un de mes très bons potes qui dit je préfère qu'on me parle de éco-responsabilité que d'écologie. Explique-moi c'est quoi la différence. Voilà, mais c'est juste que pour lui c'est un gros mot écologie, donc il faut parler d'éco-responsabilité. Bref. Et donc moi j'avais envie de ramener ce mot écologie dans la vie des gens et à travers des histoires et à travers des émotions. Et en gros, quand je vais voir quelqu'un pour l'interviewer, en fait, moi, je suis là en écoute active. C'est-à-dire que j'ai les 2 premières questions que je pose à tout le monde, qui permet à la personne de se présenter sans que moi j'ai besoin de le faire. Parce qu'en fait, une présentation pour moi, la personne, elle peut se présenter de plein de manières différentes parce qu'elle est plein de choses en fin de compte. Et donc moi, je prends forcément le prisme de l'écologie parce que c'est ce qui m'intéresse dans mon podcast. Mais en réalité, la personne, elle va vouloir nous dire des choses et d'autres qu'elle veut pas dire. Et c'est pour ça que moi, je me permets pas d'aller présenter la personne par moi-même parce que je préfère qu'elle le fasse elle-même pour qu'elle donne ce qu'elle ait envie de donner. Et une fois qu'elle m'a donné ce qu'elle a envie de donner, là, après, je vais rebondir. Et donc, ce qui fait que je travaille quand même mon interview, je vais m'intéresser à la personne, mais je me laisse complètement aller dans le flot de la conversation. Et en fait, quand on rentre dans le flot de la conversation et qu'on est dans l'écoute active, c'est là où les émotions elles vont sortir. C'est là où la vraie histoire elle va sortir. Parce que c'est pas un question-réponse. Il y a des fois, je laisse un petit blanc
Et la personne, je vois dans son regard, elle se dit, je continue pas. Bon, allez, je continue. Parce qu'en fait, vu que les personnes, elles aiment pas le silence, et ben, en fait, ils continuent. Et là, c'est dans ces moments où ils continuent qu'en fait, on récolte plein de choses qu'ils auraient peut-être pas voulu dire au premier abord parce que, ça se dit pas, ou ils l'ont jamais dit, ou etc. Et donc, moi, c'est ça que je trouve intéressant dans le podcast, c'est vraiment d'aller chercher les personnes sur qui ils sont vraiment au fond d'eux et qu'est-ce qu'ils ont envie de partager. Et une fois qu'on écoute les histoires des gens, parce qu'on a tous des histoires, et c'est ça aussi que j'aime aussi aller chercher, c'est que je veux pas que des gens qui sont connus dans le milieu de l'écologie. Parce que les gens qui sont connus dans le milieu de l'écologie, on les connaît. Alors, j'en ai besoin parce qu'ils me rapportent des écoutes et donc comme ça me permet que évidemment puissent être connus, mais je ne veux pas être centrée que sur des personnes connues en écologie parce que déjà on les voit partout déjà. On connaît la plupart leurs histoires et en fin de compte les gens on va dire normaux qui n'ont pas une grosse influence sur les réseaux, en fait, ils ont aussi leur propre histoire dans l'écologie et eux aussi ils peuvent aller parler à des personnes qui vont écouter mon podcast. Donc, je voulais vraiment toucher toutes les personnes, même ceux qui n'ont pas un très gros réseau. Et même au contraire, des fois, on est plutôt étonné des gens qui n'ont pas un très gros réseau. En réalité, ils en ont un gros, c'est juste que ça se voit pas sur les réseaux. Et donc, moi, je vais vraiment, à travers le podcast, chercher des histoires, des jolies histoires, parce qu'en fait, une vie, elle est remplie d'émotions. On a des moments de frustration, on a des moments de colère, mais on a aussi des moments de joie immense, on a des moments de bonheur. Et en fait, souvent quand on parle d'écologie, on va parler d'éco-anxiété, on va parler que c'est anxiogène, que c'est punitif. Et en fait, on n'a pas envie d'aller vers l'écologie. Alors que, en réalité, quand je vais parler même à la militante écologique, pour l'anecdote, quand je commence à l'interview, elle me dit, écoute, avec tout ce qui se passe, c'était juste après les méga-bassines, elle me dit, avec tout ce qui se passe, franchement, là, je sais pas si je vais te trouver du positif. Là, je pense que ton titre, ça va pas aller avec l'épisode que je vais te fournir parce que je vais pas. Et je lui ai dit, de toute façon, moi, je suis pas là pour parler bisounours, positivité, tout va bien dans le monde de l'écologie. On sait que c'est pas vrai. On est là pour raconter ton histoire. Et donc, voilà, il y a les questions se posent et au fur et à mesure, elle finit par me dire, en réalité, je trouve de la joie dans ce que je fais. Oui, c'est dur. Oui, j'ai des moments de colère, mais en fait, à la fin, j'ai aussi des moments d'énorme euphorie parce que j'ai réussi à faire quelque chose, ça a du sens ce que je fais, et en fin de compte, il y a du positif. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on va réussir à amener les gens. C'est à travers aussi les émotions parce qu'ils vont se reconnaître dans une émotion. Quand on va parler de colère, tout de suite, là, vous allez vous dire, ah ouais, moi aussi, j'ai déjà été en colère, par exemple, hier soir ou il y a 2 semaines, et c'est ça que j'ai ressenti, donc je peux comprendre ce qu'elle a pu ressentir. Mais en même temps, quand elle va dire, ouais, mais une fois que j'ai réussi et que j'ai vu que ça avait bougé et j'étais ultra contente, vous tous, à un moment donné, vous allez aussi repenser à un jour dans votre vie quand ça s'est passé. Et en fait, le fait d'aller toucher les émotions, ça veut dire que l'écologie, ça devient quelque chose de vivant, comme ce que nous, on est. Et donc, ça permet de revenir au lien à soi, aux autres et après à la planète. Voilà, en gros. C'est tout ce que je devais dire. Ou devez parler non, si la seule chose, c'est le pourquoi le podcast, parce que j'aurais pu faire des vidéos YouTube ou des choses comme ça. En fait, ça a été très personnel. C'est parce que moi, comment j'utilisais YouTube ou les vidéos, c'était plutôt pour des choses de divertissement, alors que le podcast, je l'utilise pour apprendre des choses. Et donc, je me suis dit, vu que moi, j'ai envie de pas aller vers le divertissement, mais plutôt dans le partage et l'apprentissage de certaines choses, je vais plutôt aller sur le podcast. Ça, c'était de 1. Et de 2, financièrement, pour le matos, c'est quand même beaucoup plus facile un podcast que des vidéos. Et la troisième chose, mais que je n'avais pas forcément pensé au moment où j'ai choisi le podcast, mais que on m'a dit après dans les invités que j'ai eus, c'est que vu que c'est pas des invités qui sont connus et donc ont l'habitude de passer au niveau de l'image dans des vidéos, etc., il y en a qui m'ont dit, tu m'aurais demandé une vidéo, j'aurais dit non. Et ça, sur le moment, j'y avais pas pensé, donc que ça aurait pu être comme ça. Et en fait, maintenant, je me dis que si je mets la vidéo, en fait, je vais me couper de plein de personnes qui ont des choses ultra intéressantes à dire.
Et donc c'est pour ça que je suis pas allée sur la vidéo. Il y a quand même une petite vignette avec eux en photo photo qu'ils choisissent, mais c'est tout ce qu'il y a s'ils veulent pas plus. Donc voilà. Et après par rapport à mes 2 jours avec vous, moi ce que j'ai trouvé entre l'écologie et le syndicat, c'est que ça se ressemble quand même beaucoup, dans le sens où il y a beaucoup de stéréotypes, que ça soit du côté syndicat, où il y a quand même beaucoup de stéréotypes dans la manière dont on voit les syndicats aujourd'hui, et un peu pareil, beaucoup de stéréotypes dans comment on voit les écolos aujourd'hui. Donc déjà, je trouve que là-dessus, ça se ressemble. Et la deuxième chose, c'est comment on va chercher les personnes qui ne sont pas écolos ou qui, pour l'instant, ne croient pas au syndicat. Et donc, je trouve il y a un peu les mêmes problématiques. Et vous, en plus de ça, vous ramenez la problématique de l'écologie dans le syndicat. Donc, ça fait double problématique. Et moi, c'est aussi comme j'essaye, en tout cas, d'aller chercher des personnes qui ne sont pas touchées par l'écologie, aussi à travers ces histoires-là. Parce que je me dis que une histoire, même si en soi on parle d'écologie, on peut se retrouver sur certaines choses ou ne pas forcément être d'accord avec la personne, mais en fait on peut pas critiquer une histoire. On peut critiquer, par exemple, si Jean Covici dit quelque chose et qu'on n'est pas d'accord avec lui, on peut aller critiquer, on peut trouver des scientifiques qui disent l'inverse, etc. Alors qu'une histoire personnelle, on peut pas la critiquer, on peut pas dire c'est pas vrai, ça s'est pas passé. Ah non, c'est pas possible. Parce qu'on n'est pas la personne, on l'a pas vécu. Donc si une personne a dit j'ai trouvé de la joie dans l'écologie, on peut pas lui dire bah non c'est pas vrai. Ou alors c'est que on est vraiment on a un peu de mauvaise foi quoi. Donc c'est aussi par rapport à ça que je vais chercher les histoires. C'est parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aller critiquer une histoire qui dit que l'écologie ça a apporté quelque chose que d'aller critiquer des faits scientifiques parce qu'on va toujours à trouver d'autres scientifiques qui peuvent dire l'inverse. Mais en même temps j'ai quand même pris le risque de tous les derniers mardis de chaque mois de parler d'un petit concept écologique assez simple. Ça va être qu'est-ce que le bilan carbone, qu'est-ce qu'une fresque, qu'est-ce que les sentinelles vertes pour la semaine prochaine, pour quand même, alors c'est très court, c'est en moyenne 10 minutes, pour quand même expliquer à des gens qui n'ont pas les codes qu'est-ce que c'est. Par contre après, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi, genre Demain est durable. Par exemple, eux, c'est très technique. C'est 1h30 de podcast sur une thématique technique avec un expert. Et ça, je suis très heureuse pour lui, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse à travers un épisode. Donc c'est pour ça que je vais pas non plus rentrer à fond dans la technique, mais je donne quand même de temps en temps des petits concepts, parce que quand on écoute vu que c'est des gens qui font quand même de l'écologie, un peu comme à la CFDT pendant ces 2 jours, de moi vous parlez en sigle, moi je comprends rien. C'est un peu pareil pour les écolos. Des fois ils disent des choses et en fait les personnes qui sont pas écolos elles comprennent pas. Donc c'est pour ça que j'ai aussi rajouté ces petites choses pour un peu plus d'apprentissage et de compréhension de ce que c'est l'écologie. Et après je parle aussi de moi à travers des récits pour montrer que où je parle d'écologie, je suis pas parfaite. Il y a l'écolo parfaite parce qu'on n'existe pas. Et que moi aussi, à travers toutes ces rencontres, j'apprends plein de choses. Je vois de manière différente parce qu'on a tous un prisme qui nous fait voir la vie d'une certaine manière par rapport à comment on a vécu les choses, par rapport à des souffrances qu'on a pu avoir. Et en fait, moi, j'avais envie de continuer à parler de moi pour montrer que moi aussi j'évolue dans l'écologie et qu'on peut tous évoluer dans l'écologie. On est tous comme si c'était un escalier, on n'est pas tous rendus à la même marche, mais on va tous pouvoir monter à la fin cet escalier. Et donc c'est comment on passe d'une marche à une autre pour pouvoir avancer. Et donc voilà aussi pourquoi je vais parler de moi aussi au fur et à mesure des mois pour garder ce lien avec les personnes qui me suivent et puis pour m'identifier aussi à travers des vidéos. Voilà. Une question toute bête, c'est pas une pression énorme de dire qu'on peut sortir quelque chose chaque semaine et comment tu choisis les sujets, concrètement, comment t'enchaînes tout ça?
Alors, j'avais pris une formation avec l'Académie du podcast, ça s'appelle, qui permettait de t'aider sur une vingtaine de jours, avec tous les steps en 20 jours pour créer ton podcast. Alors, t'es pas obligé de faire les 20 jours à la suite, mais c'est vraiment 20 journées type qui vont te permettre de sortir ton podcast. Je l'ai pas vraiment suivi à la lettre, mais j'ai un peu fait aussi à ma sauce. Mais ce qu'il préconisait, c'était au moment de la sortie, tu as déjà 5 épisodes de prêt. Donc comme ça, ce qui te permet de avoir un mois, on va dire, de marge. Et donc pendant ce mois-là, bah tu vas chercher des invités, tu vas les interviewer. Alors j'ai eu des moments de stress intense parce que je voyais la date arriver et j'avais pas encore fait l'interview, j'avais pas encore eu de oui, etc. Maintenant, ça va faire 7 mois que j'ai cet épisode. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Les gens vont me dire oui beaucoup plus facilement. J'ai même des personnes qui me contactent pour me demander est-ce que je peux passer dans ton podcast. Donc pareil, après je regarde qui sont ces personnes, hein, et puis après je vois si je dis oui ou pas. Mais j'ai aussi ça, et en fin de compte, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler de parler de leur histoire, qui ont envie de parler d'écologie. Et j'en ai même un qui m'a dit, quand on me demande quel écolo je suis, je n'arrive jamais à répondre. Maintenant, je leur enverrai l'épisode. C'est très bien pour moi. Mais en fait, ça a permis aussi à certaines personnes de poser. Qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis, où je veux aller. C'est un peu une séance chez le psy, en fin de compte. C'est ça. En plus, c'est gratuit. Ouais, en plus. Ces vêtements, ça te plaît cette année? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai pas de revenus avec, parce que en fait, le podcast, c'est quelque chose d'assez long. En réalité, aujourd'hui, les prix, donc déjà, c'est à moi d'aller chercher des partenaires, ou alors des partenaires qui viennent à moi. C'est pas comme YouTube, où en fonction d'un nombre d'écoutes, tu vas avoir Coca-Cola ou Total ou Citroën, peu importe, qui vient mettre une des pubs au milieu de ta vidéo. En fait, ça, c'est pas du tout ça dans le milieu du podcast. Dans le milieu du podcast, c'est toi qui choisis quel type de publicité, si tu as envie de faire de la publicité, tu mets dedans. Donc c'est bien, parce que moi, ça me permettra de jamais avoir de Coca ou de Citroën ou de n'importe quoi dans mon podcast. Mais en même temps, financièrement, ça va beaucoup moins vite que sur YouTube, parce qu'en fait, on n'est pas rémunéré par rapport à de la publicité qu'on nous oblige à avoir, entre guillemets. Donc il y a tout aussi un plan commercial, recherche de partenaires que moi j'ai pas encore fait. Ce sera sûrement pour 2024. Parce que j'avais aussi besoin de pouvoir leur montrer les choses que je faisais. Et donc là, je commence à avoir assez d'épisodes pour montrer ma personnalité, qui je suis, et donc d'aller pouvoir faire des demandes. Il y a ça, et après, quand tu es avec des partenaires, il y a quand même un peu des prix au niveau du podcast, où c'est 80 € les 1000 écoutes. Alors, 80 € les 1000 écoutes, ça voudrait dire que moi, j'aurais 300 €. Parce que j'ai plus de 3000 écoutes aujourd'hui en tout. Mais par contre, on peut avoir, par exemple, un des gros podcasts aujourd'hui, c'est Le Gratin. Je sais pas si vous connaissez, de Pauline Léniaud. Alors, ça parle pas forcément d'écologie. Elle va surtout parler avec des gens qui ont réussi dans le milieu de l'entrepreneuriat, etc., pour un peu mieux comprendre. Mais elle, ça fait partie des gros podcasts français. Elle est à 100 000 écoutes par épisode. Donc, on peut voir un peu le montant qu'elle se fait pour chaque épisode. Donc en fait, ça peut monter, il peut y avoir des chiffres très hauts, mais par contre, avant d'atteindre ces chiffres, soit on est déjà influenceur et on décide de se lancer dans le podcast, et en fait, c'est ultra facile parce qu'on a déjà les personnes qui nous suivent, soit comme moi, on commence depuis le début et donc il y a tout à construire. Et donc moi, je sais très bien qu'une personne comme moi, il lui faut 2-3 ans pour pouvoir réussir à sortir un revenu par rapport à ses écoutes. Bon. Oui, ça te prend un temps par semaine de monter un podcast, et quelle est ta finalité? Waouh. Et alors, une semaine type, j'ai pas forcément de semaine type parce que, en fait, ce qui est rigolo, c'est que souvent, quand j'ai des interviews, elles se font quasiment toutes en même temps. Alors, je peux pas expliquer pourquoi, mais à chaque fois, les gens, ils sont toujours disponibles la même semaine.
Donc par exemple là au mois de décembre, je crois que je vais faire 3 interviews en 4 jours. Donc ça va être une semaine où je vais faire que de l'interview parce que il va y avoir toute la partie où je vais un peu faire des recherches sur la personne, regarder ses réseaux. Les réseaux, ça peut prendre du temps si c'est une influenceur. Voir par exemple les posts qu'il a pu marquer, s'il a écrit un bouquin, je vais aller me renseigner sur le bouquin. Donc là, il y a toute une partie recherche qui peut être plus ou moins longue en fonction de l'invité. Et aussi parfois, quand c'est une invitée qui n'a rien fait et qui a pas de réseau, là, je vais un peu en mode, on verra ce qui va se passer, quoi. Donc il y a aussi tout le côté, on verra ce que la personne me donnera. Donc je peux avoir un gros travail sur une interview comme un tout petit travail parce qu'en fait la personne, elle a rien à me donner à manger entre guillemets via Internet. Et après le montage, alors le montage, ce qui a été long, c'est de trouver tes propres trucs et astuces et la perfection. Moi, mon premier épisode que j'ai fait, donc c'était pour Cyrielle, donc c'est le 2e épisode. Ça faisait 7 heures que j'étais sur le montage et je suis arrivée voir mon copain et je lui ai dit c'est bon, j'arrête le podcast. Et il me dit pourquoi Je fais mais je vais pas passer 7 heures de ma vie à bouger des trucs sur Audacity pour essayer d'avoir un truc nickel, quoi. Et donc il me dit mais qu'est-ce qui t'embête? Alors là je lui explique tous les en fait je voulais tellement que ça soit parfait, je voulais tellement qu'elle soit contente du rendu que je voulais enlever tous ces types de langage, je voulais enlever tous les problématiques de micro, je voulais enlever tous les petits bugs, tous les enfin bref, tout. Et donc et là je le remercie, il m'a dit envoie-moi le brut. Donc je lui ai envoyé et il m'a dit rien ne me choque. Donc là je me suis dit non mais il se moque de moi. Genre ça fait 7 heures que j'ai fait, je lui envoie le brut. Il est plus content du brut que ce que j'ai fait pendant 7 heures. Genre non, là il y a un problème. Et il m'a dit va écouter 2 épisodes d'un podcast que t'aimes beaucoup qui est Nouvel Œil de Victoria Guillemot. Je sais pas si vous connaissez. Il me dit t'en écoutes un au tout début quand elle a fait son podcast et un dans ses derniers. Et là, maintenant, t'écoutes pas avec ton oreille d'auditeur, t'écoutes avec ton oreille de podcasteuse tous les bugs de langage. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de bugs de langage, il y avait plein de bugs de micro, il y avait plein de trucs. Et même dans ces derniers, il y a encore plein de bugs. Et donc, en fait, moi, je mettais beaucoup trop haut la perfection. Et en fait, ça enlevait aussi beaucoup d'authenticité à l'épisode. Et en fait, là, déjà, je me suis lâché la grappe. Donc, j'ai gagné beaucoup de temps sur le montage, rien qu'en me laissant tranquille. Et le deuxièmement, c'est que faire de la veille. J'ai fait beaucoup de veille avec des podcasteurs sur LinkedIn qui donnent leurs trucs et astuces, des outils qu'ils ont. Et en fait, il y a un outil qui s'appelle Auphonic. Et cet outil-là, en fait, ça te permet de mettre directement ton épisode dedans et ça vient remettre à niveau les 2 voix. Et rien que ça fait gagner un temps de fou. Genre en 30 secondes, il me fait un boulot que j'aurais dû mettre 3 heures. Donc j'ai aussi gagné du temps là-dessus. Donc maintenant, et après il y a aussi plein de techniques où tu te fais avoir les premières fois de montage. Et maintenant en fait je le fais en une fois. C'est-à-dire que par exemple pour Pascal, j'ai écouté, il m'avait demandé d'enlever 2-3 trucs que j'ai enlevés. Et donc en fait j'écoute d'une traite au moment où hop je tombe sur quelque chose que je dois enlever, mais pause, j'enlève, je fais en sorte que la phrase elle veut dire quelque chose, je remets play, tac. Et ça recommence. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai gagné énormément de temps. Alors qu'avant, je l'écoutais, je notais sur un papier où est-ce que c'était pas bon. Après, je le reprenais, etc. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à gagner de plus en plus de temps. Et pareil, en l'écoutant, je note. Je dis, ça, c'est intéressant. Vu que je fais un extrait, je fais, ça, c'est intéressant pour l'extrait. Ça aussi, c'est intéressant pour l'extrait. Et en fait, à la fin, je réécoute les 3-4 extraits que je me suis dit que c'était intéressant. Et je me dis, ok, en fait, ça va être celui-là qui va être impactant, c'est celui-là que je prends. Alors qu'avant, je l'ai réécouté une 3e fois pour dire, attends, maintenant, il faut que je me concentre sur les extraits. Maintenant, on fait ça en une fois et ça va beaucoup plus vite. Donc, je dirais qu'un montage, maintenant, aujourd'hui, je le fais en 3 bonnes heures d'un épisode. Donc je gagne du temps au fur et à mesure. Et là, ce qui prend le plus de temps, et ça, on nous le dit, mais on n'y croit pas au départ, c'est la communication. Parce que les différents réseaux, on communique pas pareil. Sur LinkedIn, l'algorithme, ce qu'il veut, c'est des posts
régulier. Mais si tu mets ton lien d'épisode directement à l'intérieur, il va pas aimer parce que tu as mis un premier commentaire qui est toi-même et donc en fait, il va te faire descendre dans tes stats. Vu que tu lui envoies sur un autre lien qui n'est pas LinkedIn, pareil, l'algorithme te descend. Il faut que tu commentes les trucs des autres pour montrer que c'est actif. Il faut que tu partages. Donc en fait, sans parler que du podcast, sans faire que la promotion de mon podcast, j'ai toute la partie aussi communication, juste pour que au moment où je poste, mon post, il ait des vues. Parce que si je fais pas tout ça, en fait, mon post, il aura moins de vues. Il y a ça. Sur Instagram, c'est autre chose. T'as les stories, t'as les reels ou réels, je sais jamais comment dire, qui peuvent faire plus ou moins. Il y en a, il faut 10 secondes, il y en a, il faut 30 parce que c'est pas la même information. On s'ennuie, il faut de la vidéo. Et en fait, c'est encore autre chose. Les posts, en réalité, quand c'est juste une photo, ils sont de moins en moins regardés parce que les gens, ils scrollent. Et moi, la première, je scrolle sur Instagram et c'est pour regarder des vidéos. C'est pas pour regarder les photos. Enfin, maintenant, à part les photos de mes amis, je regarde quasiment jamais de photos. Donc, en réalité, sur Instagram, c'est beaucoup de petites vidéos si tu veux te faire connaître. Des stories assez régulières, pareil pour l'algorithme. Et c'est plus ça qui prend énormément de temps que réellement l'interview et le montage. Après, j'ai une question. La vidéo, c'est ce qui pollue le plus au niveau du numérique. Comment tu te sens par rapport à ça? Et comment on se sent tous par rapport à ça, quand même? Oui, j'ai déjà eu ce genre de critique. C'est pas une critique. Non, mais je sais que toi, c'est pas une critique. C'est une interrogation individuelle et collective que j'aimerais. En fait, aujourd'hui, parce qu'il y en a plein, on leur dit la même chose, oui, t'es écolo, mais t'as un iPhone ou des choses comme ça. En fait, en réalité, on vit dans une société, on est tous pareils. Et en fait, si on veut parler d'écologie, il faut qu'on aille là où les gens sont. Et les gens, aujourd'hui, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils regardent, c'est des vidéos. Donc, si on veut faire passer un message, on est obligé de passer parce que les personnes regardent. Donc, oui, en termes... peut-être faut un peu regarder, ok, je fais une vidéo, mais après, derrière, ce que ça rapporte en termes de connaissances, est-ce que ça vaut pas la vidéo? Voilà, c'est plus ça. En tout cas, par rapport à l'écologie. Moi, je parle quand c'est des sujets écologiques. Quand c'est d'autres types de sujets, on peut poser d'autres questions. Mais en réalité, si moi, j'utilise pas de... Après, moi, je fais pas encore beaucoup de vidéos. Mais si je fais pas de vidéos, si je fais pas de podcast, parce qu'en fait, c'est pas écolo, comment on parle d'écologie aux gens? Non, mais pour moi, c'est une des limites à la diffusion des sujets environnementaux. Ok, je regarde beaucoup de vidéos de Jean-Marc Moscovici, par exemple. Bon, bien sûr, je les mets en qualité moindre, etc. Bon, étant donné qu'il bouge pas beaucoup et que je connais le personnage, j'enlève la vidéo, je garde juste l'audio. Mais c'est quand même sur tous les sujets, il y a de plus en plus d'informations, il y a de plus en plus d'influenceurs de vidéos. Donc déjà, je dirais, on pourrait enlever tout ce qui est porno et tout ce qui est ok, mais il restait quand même sur les sujets que l'on porte, qui sont quand même assez intéressants et qui permettent de diffuser de l'information, de faire monter en compétences, de sensibiliser les gens, de leur faire apprendre quelque chose. Et c'est une réelle question, et je pense que dans 10 ou 15 ans, on se la posera plus, parce qu'on aura des contraintes là-dessus. Et donc, c'est une question que je pose. En fait, j'attends pas les réponses, hein. Moi-même, je sais pas y répondre. Moi, je pense qu'il y a aussi, par rapport à travers la vidéo, par rapport au monde de l'influence, par rapport au fait d'être connu, etc., il y a toute une partie égo aussi qui est là. Après, c'est à savoir, est-ce que faire ce podcast-là, ça me permet d'alimenter mon ego, ou est-ce que ça permet d'alimenter une connaissance? Merci. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, en tout cas, moi aujourd'hui, mais ça peut peut-être évoluer, j'en sais rien, hein, la notoriété peut peut-être me monter au cerveau à un moment donné, j'en sais pas. Mais ce que je sais, c'est que demain, s'il y a plus besoin que je fasse un podcast pour parler d'écologie et donc pour parler d'histoire, parce que en fait c'est bon, tout le monde est écolo, tout va bien, on a tous trouvé des solutions, ce que j'espère, mais en fait ça me dérangera pas d'arrêter. Par contre, il y en a certains, ça c'est sûr, ils le font pour alimenter leur ego, mais après c'est chacun après se retrouve face à lui-même et décide ce qu'il fait et où il en est.
cas, si tu veux le contenu qui a le meilleur rapport bilan carbone contenu, il y avait Ecopédia qui n'a pas fonctionné, mais c'était Wikipédia des données écologiques. Et donc, si tu voulais la donnée brute, argumentée, et comme Wikipédia, un travail commun pour réussir à avoir les différents points de vue, le moindre bilan carbone, c'était Ecopédia. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.